Bonjour. Voilà, aujourd'hui on va aborder un sujet intéressant en fait qui touche beaucoup de monde et qui concerne en fait les échanges automatiques qu'il y a entre les autorités fiscales de pays à travers les comptes bancaires. Bon, c'est quelque chose dont on a entendu beaucoup parler. En Israël, ça s'est mis en place à partir de janvier 2020. Ça a été quelque peu, on va dire, ralenti par le fait du Covid. Euh, c'est clair que le but en fait de ces échanges sont évidemment de lutter contre le blanchiment d'argent. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que donc aussi en 2020, plus exactement fin 2019, les impôts israéliens ont dicté un ensemble de règlements qu'on appelle takanot en hébreu, une trentaine de pages, un peu plus même, qui expliquent exactement quelles sont les obligations des banques quand ils rencontrent quelqu'un qui veut ouvrir un compte bancaire et qui peut avoir une autre nationalité que la nationalité israélienne. Quels sont leurs devoirs face en fait ce compte banque quelque part et à son sivoug, c'est-à-dire que comment on va répertorier ce compte banque pour savoir si oui ou non il sera soumis à cet échange automatique entre Israël et l'autorité fiscale d'autres pays. Donc déjà, il s'agit de l'ensemble des pays qui ont signé un contrat avec Israël en termes d'échange automatique. Ça, c'est une première chose. Alors, il y a plusieurs définitions quelque part qui touchent ces réglementations. Par exemple, qu'est-ce qu'est une banque? Qu'est-ce qu'est un compte qui aurait besoin d'être surveillé ou déclaré? Quelle est la personne qui serait supposée d'être en fait une personne, ce qu'on appelle Toshevet Zara, c'est-à-dire résident étranger, et ainsi de suite. Il y a plusieurs définitions qui sont faites au début. Mais ce qui en ressort en fait de l'ensemble de ces choses, c'est plusieurs points. Donc le premier point, c'est déjà qu'en fait, toute l'idée de ce travail que les impôts demandent aux banques, c'est de déceler si le détenteur du compte peut avoir plusieurs résidences fiscales, israéliennes et étrangères. Donc ça, c'est déjà le premier travail qu'il va devoir faire. Sachant que l'importance du compte, c'est-à-dire que si le compte, il y a définition en fait de deux types de comptes. Un compte qui serait ce qu'on appelle de RR Gavoa, donc de montant élevé, dont l'ensemble des comptes détenus par cette même personne dépasserait le million de dollars au 31 décembre d'une année X, déjà depuis 2018, mais après, bien évidemment. Si pendant l'année, dans les 90 jours où ça a été fait le changement, on a vu qu'il y a eu un apport d'argent, il rentre lui aussi, encore une fois, dans un niveau type de catégorie comme étant de RR Gavois, il était à 600 000 dollars, il est passé à 1,3 million de dollars en l'espace d'une période. Donc, il revient lui aussi être en fait avoir une autre catégorie de compte élevé, ok, et qui demande une surveillance évidemment bien plus importante pour être sûr que tout l'argent qui est inscrit dedans est déclaré aux institutions fiscales correspondantes. Ce qui est surprenant, c'est qu'a priori, la banque, enfin, je pense que tout le monde a eu cette expérience quand vous venez ouvrir, alors ils vous demandent des documents, ils vous font signer sur la transparence, ils vous demandent les résidences fiscales. Comment se fait-il que les impôts leur demandent aux banques de faire d'autres vérifications? C'est justement un petit peu ce qui ressort de toutes ces pages, c'est qu'en fait, la confiance qu'aura la banque dans la personne, elle est fondamentale, déjà à la base. Donc, est-ce qu'elle est complètement convaincue de ce que dit le détenteur du compte banque? Ça, c'est une première chose. Et que ici, il s'agit d'un compte qui a une valeur élevée. C'est clair qu'elle doit prendre des mesures supplémentaires de vérification et de surveillance, à la limite, à l'insu du détenteur de compte. Ça va se traduire par une recherche Internet de ces adresses réelles, y compris boîte postale, des téléphones. Si jamais ça ne donne rien, on va chercher dans les 5 ans d'historique des documents du compte banque, donc documents qu'on a, les transferts bancaires qui ont été faits sur l'étranger ou de l'étranger, les procurations qui seraient sur ce compte. Tout ça pour essayer d'arriver à une conclusion claire concernant la résidence fiscale du détenteur du compte, sachant qu'il peut être résident fiscal israélien, éventuellement avoir d'autres résidences fiscales, pas tant sur le plan, on va dire, fiscalement proprement parlé, parce qu'on ne peut pas être résident fiscal de deux pays a priori, mais vis-à-vis de la banque, pour être sûr que toutes les informations ont bien été déclarées. Donc, et tous les revenus ont bien été déclarés. Donc, effectivement, dans les autorités fiscales correspondantes.
Donc déjà, il faut bien comprendre que la confiance qu'il y a avec le détenteur fiscal du compte est importante, mais que malgré ça, d'autres vérifications vont être faites sur les adresses, sur les téléphones, sur les procurations, sur les transferts, sur les historiques d'informations, sur la façon dont le compte était ouvert, et ainsi de suite. Si jamais la banque avait un doute sur sur la résidence fiscale du détenteur du compte et qu'elle voudrait le changer, malgré toutes les preuves qui ont été apportées, elle a 30 jours pour, d'abord, elle doit lui en faire, donc elle doit l'informer 30 jours avant de faire le changement pour que, évidemment, la personne, le détenteur de compte, puisse venir et en parler. Donc ça, c'est une première chose. Mais ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est est-ce que les comptes des Olim Khadashim, qui eux-mêmes sont devenus résidents fiscaux israéliens, qui n'ont a priori plus de résidence fiscale extérieure, mais qui bénéficient de 10 ans d'exemption sur tout ce qui est revenu produit à l'étranger, d'après le fisc israélien, est-ce que leur compte est soumis à la même vérification, est soumis à la même méfiance, on va dire, ou surveillance? Est-ce que, par exemple, si un Oleh Hadash fait un transfert de compte de l'étranger sur Israël pour des montants importants et qui vont faire que le total cumulé de tous ces comptes dépasserait le million de dollars, est-ce que ça le rendrait un petit peu dans le collimateur, non seulement de la banque, mais peut-être même des impôts israéliens, et donc déclenchant des contrôles fiscaux du type déclaration de patrimoine, déclaration des revenus, des choses comme ça. A priori, on a trouvé dans les règlements des impôts aucune chose écrite qui concerne ce sujet concernant les résidents israéliens. La seule chose que ça peut alerter des transferts élevés peuvent être en fait plus ou moins, la banque a une obligation de le déclarer, mais ce n'est pas uniquement de déclarer par rapport au fisc, mais plutôt à la police. Contre le blanchiment d'argent, dans le sens la source de l'argent ne pourrait venir. Maintenant, est-ce que concrètement, sur le terrain, véritablement, ça ne déclenche pas des contrôles fiscaux supplémentaires? Après avoir fait le tour un peu de différentes expériences, de différents confrères, avec mon expérience moi-même, on entend un petit peu tout, sachant que malgré tout, on arriverait à une sorte de conclusion où il n'y a pas véritablement de contrôle automatique, mais que c'est tout à fait un risque et ça peut déclencher un contrôle fiscal, malgré que les personnes qui fassent le transfert, qui soient donc Olim Khadashim, ne soient en fait pas inscrits ou n'aient pas ouvert de dossier aux impôts en Israël. Donc voilà, c'est important que vous sachiez comment ça fonctionne, que toutes ces choses, toutes ces vérifications que font les banques, en fait, sont quelque part, reçoivent des instructions des autorités fiscales et que les choses ne sont pas neutres et que c'est important de faire bien attention à ce que tout soit déclaré et en fait correspondant aux régulations en vigueur. Voilà. Alors bon courage et à très bientôt.